Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 10 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant et à l'idéalisme allemand. Alors donc je lis, je découvre en même temps la lecture, c'est une petite analyse de l'œuvre d'Emmanuel Kant. Euh, une analyse extrêmement claire, limpide et qui m'a permis de comprendre au mieux que je pouvais le travail d'Emmanuel Kant, sa pensée, qu'est-ce que c'était que la critique de la raison pure, de la raison pratique, etc. Donc là, nous sommes dans la partie consacrée à la religion et la raison. Et je reprends ma lecture et j'en profite pour commenter et pour digresser sur la mécanique universelle, donc mon travail philosophique que vous pouvez trouver sur le site mécaniqueuniverselle.net et sur lequel j'essaye de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Son état de perfection, qui est l'unité universelle, un fonctionnement parfait universel, technique, social, etc. Et l'état de sagesse, l'état de pleine conscience, d'éveil, on va dire, voilà, de béatitude, de nirvana, d'extase. Voilà. Mais vous pouvez aller lire ce travail. Alors, donc, nous en sommes à l'idée que la religion, il y a une critique de la religion par Emmanuel Kant, et une critique courageuse, extrêmement courageuse, de toutes les dérives de la religion. Il ne critique pas le principe, l'idée d'un principe créateur, l'idée de Dieu, mais il est en révolte contre les débordements du religieux qui empêchent l'homme en fait d'avoir une vision claire. Voilà, l'absurdité du comportement, de certains comportements religieux discrédite la religion, discrédite la foi, discrédite l'idée du divin. Alors de plus, les miracles ne sauraient prouver la validité d'une religion, et surtout de ceux qui essaient de démontrer la présence du divin par des idées qui sont trop légères. Voilà, les miracles expliqueraient que Dieu est là, etc. On ne peut pas se baser, on ne peut pas démontrer rationnellement le divin par des propositions fallacieuses. De plus, les miracles ne sauraient prouver la validité d'une religion, car nous ne pouvons jamais nous fier entièrement aux témoignages qui les affirment. Et la prière est inutile si elle vise à suspendre les lois naturelles qui s'offrent à toute expérience. Enfin, le plus bas degré de perversion est atteint lorsque l'Église devient un instrument entre les mains d'un gouvernement réactionnaire. Quand les membres du clergé, dont la fonction est de consoler et de guider une humanité déprimée par le moyen de la foi, de l'espérance et de l'amour religieux, deviennent les instruments de l'obscurantisme théologique et de l'oppression politique. Eh bien, c'est magnifique et c'est extrêmement plus clairvoyant, parce que quelques décennies, je ne sais pas quand est-ce qu'il a écrit ça, mais quelques décennies plus tard, la religion s'est associée au pouvoir pour maltraiter la commune, au lieu d'aider une évolution qui était là, qui réclamait une évolution, etc., elle s'est rangée du côté
du pouvoir et de la violence du pouvoir. Voilà. Il y a ces raisons. C'est juste pour démontrer que Kant était en avant-garde, jusqu'au moment où la religion s'est détachée du religieux grâce à ces siècles de coups de boutoir par le laïque, par le système laïque, par l'athéisme, par les Lumières, etc., qui ont fini par l'obliger à s'écarter du pouvoir et à revenir à ses racines propres qui sont le religieux. Donc c'est quand même une belle aventure, cette histoire de l'humanité, parce que la religion, elle a pris le pouvoir en dominant Rome, voilà, en dominant l'impérialisme romain. À partir de là, elle prend le pouvoir et elle ne le lâche pas jusqu'à ces derniers temps. C'est très récent, en fait, que la religion a été obligée de céder le pas. Et c'est très bien. Elle a accompli son œuvre. C'était important qu'elle prenne le pouvoir, parce qu'elle a permis de maîtriser les dominants. Parce qu'en fait, elle a placé au-dessus des dominants Dieu, et donc le dominant ne pouvait plus être dans la toute-puissance. Il était obligé d'obéir à une instance plus forte encore que lui, c'est-à-dire le pape, etc. Voilà. Donc, elle a eu une vocation énorme. Et je pense qu'elle a maîtrisé, pendant ces siècles, la violence des dominants classiques, des dominants naturels, de l'aristocratie, voilà. Donc, elle a eu vraiment une importance majeure. Mais il fallait qu'à un certain moment, elle cède le pas pour qu'on rentre dans un système démocratique, pour que ce soit un système républicain, etc., pour qu'on prenne une autre dimension, pour qu'on monte sur un autre échelon de l'évolution de l'humanité. Et c'est la même chose pour le libéralisme. Le néolibéralisme devra céder le pas parce qu'il est injuste, il maltraite l'humanité, il écarte il écarte le monde entre le système riche-pauvre, il l'écarte au lieu de le resserrer. L'humanité progressivement resserre les écarts entre riches et pauvres. C'est l'évolution naturelle de l'humanité, ça. Et bien, cette période néolibérale qu'on vit depuis 40 ans, elle s'est remise à écarter les écarts entre riches et pauvres. Et donc, rien que ça, par exemple, c'est insupportable. Il faudra qu'il laisse la place à un autre système, peut-être un libéralisme qui se fédérera avec le communisme, peut-être un système un libéralisme plus symbiotique. C'est ce que j'essaye de dire sur la mécanique universelle, mais ça pourrait être aussi une alliance de la pensée des grandes valeurs communistes universelles, pas toutes évidemment, la dictature du prolétariat c'est à mettre de côté, à écarter, mais il y a de très très bonnes idées dans le système, dans la pensée communiste, comme il y a de très bonnes idées dans le système libéral. Et prendre l'ensemble, le meilleur de ces deux idéologies, je pense que c'est l'avenir de l'humanité. Nous allons vers ça. Ces conclusions audacieuses prenaient leur force dans les événements qui venaient précisément de se dérouler en Prusse. Frédéric le Grand était mort en 1786, donc finalement c'est un siècle après les grandes révoltes populaires qui étaient sociales avec la commune
et avait eu pour successeur Frédéric Guillaume II, auquel la politique libérale de son prédécesseur semblait avoir un parfum antipatriotique de culture française. Zedlitz, qui avait été ministre de l'Instruction publique sous Frédéric, fut congédié et l'on donna sa charge à un piétiste, Volner. Frédéric avait dépeint Volner comme un prêtre intrigant et perfide, qui partageait son temps entre l'alchimie et les mystères des Rose-Croix. Il se leva au pouvoir en s'offrant comme un instrument indigne de la politique du nouveau roi pour rétablir la foi orthodoxe par la contrainte. En 1788, Volner fit paraître un décret par lequel était interdit dans les écoles et les universités tout enseignement qui s'éloignait de la forme orthodoxe du protestantisme luthérien. Il établit une censure sévère sur les publications de tout genre et donna l'ordre de renvoyer tout maître suspect d'hérésie. On laissa Kant tranquille, du moins au début, parce que c'était un vieillard et, comme le disait un des conseillers du roi, peu de gens lisaient ses livres, et encore ne les comprenaient-ils pas. Mais l'essai sur la religion était intelligible, et bien que tout pénétré de sincérité et de ferveur religieuse, l'accent en était par trop voltairien pour échapper à la censure. Le Berliner Monatschrift, qui s'était proposé de publier l'essai, reçut l'ordre d'y renoncer. Je ne savais pas ça. Eh bien, ce cher Emmanuel Kant, et heureusement, c'est quelqu'un qui faisait pas de vagues, qui était dans son coin, qui s'était décentré du monde agité. Et ça lui a servi en fait. Voilà, on ne pouvait pas y accrocher beaucoup de violence face à cet homme tranquille, paisible, etc. Et qui écrivait aussi avec sans agressivité, sans la violence qu'on peut retrouver chez un Nietzsche ou chez un Schopenhauer ou d'autres philosophes écorchés. Il n'était pas écorché. Et ça l'a sauvé. Pardon. Dans l'occurrence, Kant se conduisit avec une vigueur et un courage à peine croyables chez un vieillard de 70 ans. Il envoya l'essai à quelques amis d'Iéna et par leur entremise réussit à le faire publier par l'imprimerie de l'université dans cette ville. Et voilà, il était simplement, il avait envie de publier, il trouvait que c'était juste et il savait qu'il n'était pas injuste envers la religion, il était injuste envers les excès de la religion. Il n'était pas injuste envers le divin, envers l'idée du divin, puisqu'il y croyait, il était convaincu, mais il voulait faire changer les choses. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il essaya de faire publier son ouvrage. Donc, je reprends. Il envoya l'essai donc à quelques amis de Iéna et par leur entremise réussit à le faire publier à l'université de cette ville. Iéna était en dehors de la Prusse, sous le gouvernement libéral de ce même duc de Weimar, qui s'intéressait alors à Goethe. Et oui, Goethe était de Weimar. Le résultat fut qu'en 1794, donc il y avait eu la Révolution, Kant reçut un ordre significatif émanant du cabinet du roi de Prusse. Voici quelle en était la teneur. Notre Altesse a remarqué avec un grand déplaisir le mauvais usage que vous faites de votre philosophie pour miner et détruire de nombreuses doctrines parmi les plus importantes et les plus fondamentales des Saintes Écritures et du christianisme. Nous attendons de vous des explications précises et immédiates. Voilà la menace, la violence de l'État. Et comptons qu'à l'avenir, vous ne donnerez plus de sujet de mécontentement, mais que bien plutôt, comme c'est votre devoir, vous emploierez vos talents et votre autorité de façon à favoriser la réalisation de vos desseins, de nos desseins paternels. Voilà, ils se prenaient pour quelque chose de paternel. Oui, mais je pense qu'ils étaient convaincus, l'État.
les rois, voilà, d'être des paternalistes. Et il l'était certainement sous un certain angle. Mais ils ne voyaient pas, ils sont toujours en retard de l'évolution. Mais c'est valable pour les hommes politiques actuels. C'est hallucinant comment ils sont en retard, quoi. C'est ça. C'est vraiment le drame de ces hommes politiques depuis le néolibéralisme, depuis Mitterrand, en fait, depuis cette période, la Thatcher, Mitterrand, etc. Alors, il a fallu que ce soit des arriérés d'une certaine façon, des arriérés, pas au sens négatif du terme, mais des gens qui étaient pas des avant-gardistes, pas des hommes politiques avant-gardistes, comme on aurait pu, on a pu les découvrir chez De Gaulle, même chez Pompidou, je pense, dans cette période des Trente Glorieuses, ou comme on a pu sans doute le voir avec Jules Ferry, qui va imaginer l'école publique pour tout le monde. Enfin, ces hommes politiques qui sont capables d'anticiper vraiment l'évolution et de créer des choses vraiment d'avant-garde, quoi. Qui est une vision d'avant-garde. Malheureusement, ces hommes politiques, depuis les années 80, donc depuis que le néolibéralisme s'est mis en place, le néolibéralisme a engendré ces hommes politiques qui sont réactionnaires, en fait, qui ne comprennent pas l'évolution. Et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'ils mettent de la violence face aux gilets jaunes, par exemple, au lieu de mettre de la compréhension, de l'écoute et vraiment quelque chose de bienveillant, en entendant que le monde était en dépression, que le néolibéralisme avait mis l'Occident en dépression, et la France en dépression, par exemple, pour parler de notre pays. On était en dépression depuis, dans les années 90, le fait que le néolibéralisme s'était accaparé les médias, les problèmes sociaux n'étaient plus apparents, les grèves, les choses, enfin, il n'y avait plus... le peuple n'était plus du tout défendu par les corps intermédiaires. Ils étaient neutralisés, les corps intermédiaires, ils ont été neutralisés par les Sarkozy, etc., par ces hommes politiques qui ont fait que... Alors ils ont mis une sorte de chape de plomb sur le peuple. Oui, il ne bougeait plus, il était là, il était maintenu dans cet état de contrainte. D'un côté, le passage à l'euro avait augmenté les prix à bloc, et puis les hommes politiques, quelques années après, viennent en disant travailler plus pour gagner plus. Non, c'était travailler plus pour essayer de gagner presque, de regagner un peu sur ce qu'ils gagnaient avant que l'euro soit cet hold-up qui a été monstrueux pour l'humanité et qui a appauvri en fait tout le monde et qui a finalement cassé la mécanique de pouvoir progresser dans son existence, non seulement à cause de l'euro, mais en fait l'ascenseur social a été détruit par l'élitisme du marché. Quand le marché a pris le pouvoir, il a réinstallé une sorte d'élitisme, et en plus un élitisme faible, intellectuellement, mentalement parlant, quoi. Une nouvelle élite du marché qui était idiote, quoi, qui créait des choses idiotes. Donc le monde était en dépression. Et heureusement qu'il s'est révolté. Mais les hommes politiques n'ont pas compris que cette révolte, elle venait de cette dépression. C'était une question de survie. Soit le peuple s'anéantissait, soit il se révoltait. Heureusement qu'il s'est révolté. Et donc, voilà. Je continue après cette petite digression un peu colérique. Si vous continuez à enfreindre cet ordre, vous pouvez vous attendre à des conséquences désagréables. Voilà. Donc, il y a la menace
du système sur le... Mais, alors Kant répondit que tout savant devait avoir le droit de juger en toute liberté les questions religieuses et de faire connaître ses opinions, mais que pendant le règne du roi, il garderait le silence. Ah, voilà la sagesse de cet homme. Évidemment, il critique, il dit les choses, et il accepte vis-à-vis de quelque chose qui était beaucoup plus fort que lui. Comme Galilée a pu dire d'accord, je renie ce que j'ai pensé, mais pourtant elle tourne. Voilà, etc. Donc c'est normal d'une certaine façon, parce que l'instinct de survie est très fort pour l'humain, et y compris pour le philosophe. Donc évidemment, il y en a qui vont jusqu'à leur propre mort. Et c'est le cas de Socrate, et qui deviennent des icônes d'ailleurs dans ce courage absolu. Mais ce courage absolu n'est pas forcément à un certain moment, il est juste. Pour Socrate, il avait fait son existence, il avait donné tout ce qu'il avait à donner, donc c'était très bien qu'il y ait ce courage. C'est pour ça que la plupart du temps, d'ailleurs, le système, lorsqu'il décide de tuer quelqu'un un révolutionnaire, une sorte de quelqu'un qui amène quelque chose de vraiment puissant à l'humanité, une évolution forte, il le tue toujours trop tard, en fait. Il a déjà fait son œuvre. Socrate, il le tue et il avait fait son œuvre. Gandhi, il le tue, il avait fait son œuvre. Et en plus, au contraire, ça devient une icône, ça devient des icônes, des choses, des humains supra-humains. Martin Luther King, il le tue, mais il avait déjà disséminé toute sa créativité. Et c'est légitime que ça soit comme ça. C'est pour ça que même les gouvernements qui essayent de flinguer les têtes, les têtes de leurs opposants ou des opposants d'un autre groupe, ou peu importe, qui essayent de tuer les élites pour garder un pouvoir. En réalité, l'énergie, l'intelligence a déjà été distribuée dans le peuple. Donc ça stimule des niveaux, etc., des enfants qui viennent avec non seulement autant d'intelligence, plus parce que c'est des générations nouvelles, et en plus une rage de vouloir, une volonté de vouloir rester, de vouloir combattre cette oppression. Voilà. C'est le cas par exemple de Martin Luther King. Derrière, tout le monde a été révolté, même ceux qui étaient un peu opposés à ce qu'il réclamait, les droits civiques, etc. Et donc ils ont fini par, au contraire, ils se sont reliés à cette idée, à cette valeur. Certains biographes, qui peuvent être braves par procuration, ont fait un grief à Kant de cette concession. Non, ben justement, il ne devrait pas, il ne faut pas. Mais rappelons-nous que Kant avait 70 ans, qu'il était de santé délicate et incapable d'entrer en lutte. Et puis le monde entier avait déjà entendu son message. Voilà ce qu'il dit, Will Durant. Will Durant, je le remercie. Il n'est pas connu, c'est incroyable, il n'y a même pas un article sur Wikipédia, très peu en France, un peu en langue anglaise, mais en France il y a très peu de choses. Et c'est un philosophe, un vulgarisateur de la philosophie extraordinaire, un simplificateur de la pensée philosophique qui a une pertinence, mais vraiment géniale, quoi. Lui et sa femme, justement, parce qu'ils ont travaillé ensemble. C'est pourquoi je me suis permis de mettre leur couple en image. Et d'ailleurs, je ne me rappelle jamais de son prénom à sa femme, je crois que c'est Ariel. Mais bon, oui, il est Ariel Durand.
Voilà. Et voilà, c'est important de remercier ces vulgarisateurs, sans qui quelqu'un comme moi qui n'a même pas le certificat d'études serait incapable de comprendre Kant, de le lire dans le texte. Ils sont bien sympas, les profs de philo ou les philosophes qui passent à la télé, qui disent oui, vous ne connaissez pas, vous avez qu'à lire, etc. Enfin voilà, qui sont dans... C'est du pur narcissisme, faites comme moi, parce que tout le monde a les mêmes moyens que moi, voilà. Sauf que non, les gens qui ont un cursus universitaire, qui ont les 5-6 ans avant le bac d'études, d'analyse, de compréhension, de rédaction, etc., et qui font encore 3-4 années après le bac, qui ont au final 7-8 ans disons, d'études profondes, ben, c'est autre chose que quelqu'un qui, comme moi, sort en 6e de transition du système. Donc, on ne peut pas... C'est le pur narcissisme de ceux qui pensent que l'ensemble humain leur ressemble, quoi, qui sont une sorte de marqueur de la société. Et que tout le monde peut arriver à leur degré. C'est le narcissisme des hommes politiques. Voilà, vous avez juste à traverser de l'autre côté de la rue. Oui, bien sûr, il peut le faire, lui, traverser de l'autre côté de la rue, trouver un boulot, et tout le monde lui donnera un job et fera son truc s'il se mettait à sa place. Mais il n'est pas à sa place. C'est là où l'empathie devrait être une règle majeure pour un homme politique. Il devrait comprendre ce que c'est que le peuple, pour vraiment. Pourquoi, c'est pas leur faute, pourquoi les hommes politiques, les nouveaux là, qui sont depuis Mitterrand, tous ceux qui sont venus derrière, ne comprennent pas. Parce qu'ils ont jamais été au contact du peuple dans les dernières années, quoi. Ils sont nés dans les années 70, ils ont commencé dans les années 80 avec un système qui était déjà élitiste et qui avait déjà rompu l'ascenseur social, donc qui ne mélangeait plus les gens dans les écoles un peu riches, bourgeoises, etc. Alors que des De Gaulle, des Pompidou, etc., ils avaient fait la guerre, ils avaient été au contact des hommes, des paysans qui étaient des soldats, qui étaient là, et ils étaient conscients de ces hommes-là, de ce qu'ils étaient au fond, de leur dignité, de leur éthique, de leur vision, etc. Du fait qu'on devait choyer ce peuple. Donc ils étaient naturellement beaucoup plus démocratiques que ces hommes politiques récents qui sont naturellement narcissiques, parce qu'ils sont le résultat du marché, le résultat d'un système narcissique qui les a formatés dans ce sens-là. Voilà. Donc, après on attaque le chapitre 6, politique et paix perpétuelle. Eh bien, je vais commencer à lire un petit peu. Le gouvernement prussien aurait pu pardonner à Kant sa théologie, s'il ne s'était rendu également coupable d'hérésie politique. 3 ans après l'avènement de Frédéric Guillaume II, la Révolution française avait fait trembler sur leur base tous les trônes d'Europe. Oui, j'imagine, voilà, comme quoi c'est important. Et il est vraisemblable que c'est ce qui va se passer là, je ne sais pas où ça va apparaître dans le monde occidental. Mais comme les révolutions les révolutions dans les pays musulmans ont rayonné une a donné envie à l'ensemble. Bon, après, évidemment, le système réactionnaire, il serre tout de suite la vis, il veut pas, voilà, il laisse pas passer le truc, mais il est...
Et encore, s'il est dans la surdité, il ne réforme pas et donc il maintient la chape de plomb, mais c'est un système un peu dictatorial qui finit par exploser, toujours, ils finissent tous par exploser. Donc là, il est vraisemblable qu'à un endroit, ça va vraiment sauter. Ça a failli sauter avec les gilets jaunes, mais il y a un endroit où ça va sauter. Et ça montrera à l'ensemble humain qu'il y a du danger, que c'est fini, il faut lâcher prise. Les dominants, ils vont être obligés de dire c'est bon, il faut partager, maintenant c'est fini, il faut arrêter d'abuser le monde, il faut sortir de cette surdité, de cette évolution, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas savoir ce qui se passe, on continue comme avant, on est dans cette mécanique-là sourde. Ils vont être obligés de bouger, et parce que c'est le principe de l'humanité. C'est un long fleuve, donc on peut mettre des barrières, ils peuvent mettre toutes les barrières. La force, à un certain moment, elle fait sauter les digues, c'est terminé. Parce que ce qui est le plus fort, c'est l'évolution de l'humanité. Ceux qui retiennent, c'est des grains de sable. C'est le monde dominant actuel. Ils tiennent parce qu'il faut encore qu'ils tiennent, parce que l'humanité a besoin qu'ils tiennent. L'évolution a encore besoin que ça tienne, mais ce sont des grains de sable. Quand le chemin de l'humanité, c'est ça qui est important. C'est ça qui donne l'importance du monde. Ce n'est pas les personnages qui, malgré tout le pouvoir qu'ils peuvent avoir, d'être chef d'État des USA, de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, c'est rien, c'est infime par rapport à l'évolution de l'humanité. C'est l'évolution de l'humanité qui trace la route. Eux, ils font un peu leur temps, ça dure quelques années, l'humanité continue, voilà. Et malheureusement, ils n'ont pas conscience qu'ils sont des grains de sable. C'est pour ça qu'ils restent sur cette superbe, sur cet orgueil, cette violence, et qu'ils n'entendent pas leur peuple, et qu'ils ne sont pas conscients du degré où il en est, de l'état dans lequel il en est. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de dignité. On sait très bien qu'on peut vivre, qu'on vit très bien là, que même le plus pauvre, la plupart du temps, il a de quoi manger, etc. Mais sauf qu'on ne veut pas que ça soit stationnaire. L'homme, il ne veut pas savoir qu'il y a 300 000 personnes dans la rue, des enfants, etc. Il ne veut pas supporter ça, il veut que ça évolue, que ça change, qu'on voit que les gouvernements font le maximum pour aider les plus pauvres, les indigents, les plus défavorisés, etc. Il ne veut pas que les écarts continuent à se creuser ou que ça reste dans une sorte de statu quo. Voilà. Et ça, les hommes politiques, tant qu'ils ne le comprennent pas, eh ben, ils maintiennent effectivement un couvercle, mais c'est explosif. C'est une situation totalement explosive. Voilà. Dans un temps où la plupart des professeurs des universités en Prusse s'étaient précipités au secours de la monarchie légitime, Kant, dans la verdeur de ses 65 ans, salua la Révolution avec enthousiasme. Les larmes aux yeux, il disait à ses amis « Maintenant je puis dire comme Siméon, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Voilà, c'est magnifique. C'est ce que j'attends. C'est hallucinant, j'attends un signe que... C'est pour ça que je crie sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que ma façon d'écrire est révoltée, c'est pour ça que j'essaye d'avertir les gouvernants, c'est pour ça que je leur en veux pas, je sais très bien que les gouvernants qui se sont succédés, ça a toujours été finalement le meilleur du moment. Même voilà, ça pouvait pas être autrement, il fallait que ça soit Mitterrand, Sarkozy, Macron, etc. Que ça soit, ils sont les meilleurs du moment, parce que le peuple ne se trompe pas. Simplement,
on a envie de voir qu'il y a de l'évolution. C'est une attente de l'évolution. Et je pense que le peuple ne s'y tromperait pas. Mais juste, mais cette surdité, elle est infernale, quoi. De voir que ça bouge pas, et c'est pas une question d'argent, encore une fois. C'est une question de dignité. C'est une question de faire en sorte que chacun, voilà, un chef d'État normal aujourd'hui qui serait vraiment conscient, il poserait le salaire universel en France pour être à l'avant-garde, pour montrer à l'ensemble de l'Europe que c'est ce qu'il faut faire. Il ferait une chose comme ça. Il s'organiserait pour que chaque être humain ait la liberté d'avoir une maison, un appartement. Donc, il donnerait un salaire universel qui pourrait permettre à chaque être humain de pouvoir payer un loyer, sa nourriture et l'éducation de ses enfants. Voilà, il ferait ça. Ça serait quelque chose de réglé, où il prendrait en charge les appartements il louerait les appartements. S'il y a 300 000 personnes dans la rue, ça fait peut-être 150 000 ou admettons 80 000 appartements qu'il faut pour ceux qui le veulent, ceux qui veulent rester dans la rue, parce que c'est un choix véritable. Ils sont infimes à mon sens, mais si c'est un choix véritable, on ne va pas forcer qui que ce soit à vivre une vie qu'il ne veut pas. On est en liberté, dans le libéralisme a cela d'intéressant d'avoir droit à cette liberté. Mais il payerait les loyers, par exemple, aux propriétaires de partout où il y a des gens qui sont sans domicile. Et il leur donnerait la possibilité d'être logés. Voilà un gouvernement qui serait juste. Ça serait pas énorme, ça serait peut-être 1 milliard, ça serait rien du tout dans une goutte d'eau, mais il montrerait qu'il y a un désir de faire évoluer les choses. Alors qu'il montre finalement, c'est les gouvernements successifs, qu'ils veulent rester dans le statu quo, donc qu'ils acceptent l'idée du patronat, ils acceptent l'idée de l'oligarchie, ils acceptent de se plier à la volonté de ceux qui ne veulent pas de changement. Voilà. Et ça, c'est pitoyable pour un citoyen de voir que les chefs d'État du monde occidental sont aussi faibles devant l'oligarchie. Ça fait de la peine, surtout quand on a connu ceux qui ont connu De Gaulle, qui ont vu à quel point des chefs d'État savaient taper du poing sur la table, savaient mettre l'oligarchie au pas, d'une certaine façon, savaient lui la contraindre à être sociable et à partager, etc., sans rien dire, en acceptant que c'était parfait. Les patrons, les grands patrons sous l'époque de Gaulle, ils étaient contents de payer 80% d'impôts, 70%. Ils ne se plaignaient pas, parce qu'ils étaient conscients que, d'abord, ils avaient quelqu'un d'éthique face à eux, et ils étaient conscients que c'était la bonne chose, parce que leur chef d'État savait le leur expliquer. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je reprendrai un peu plus tard. Merci de votre écoute.